Donc, il y a quelques mois, le docteur Éric Bergoin, que vient de citer Jean-Marc, qui est donc chirurgien thoracique et cardiovasculaire à l'hôpital Henri Mondor, nous avait proposé d'intervenir sur le thème suivant, je cite, « La chirurgie cardiaque du XXIe siècle entre dans l'ère de la robotique ». En effet, si la première mondiale concernant cette technique a été réalisée, comme vous me l'aviez rappelé, à Broussais à la fin des années 90 par le professeur Carpentier, la première génération des robots chirurgicaux n'était pas adaptée à la chirurgie cardiaque et ces techniques ont été abandonnées. Et avec l'acquisition d'un robot de dernière génération à Henri Mondor ces dernières années, le docteur Bergoin et son équipe ont été les premiers en Île-de-France à reprendre ces interventions de pointe qui ont fait l'objet de plusieurs articles dans les journaux scientifiques spécialisés ainsi que dans la presse nationale et régionale. Alors nous en avons reparlé récemment et le docteur Bergoin m'a proposé cette fois d'intervenir avec le professeur Pascal Desgranges, qui est chef de service de chirurgie vasculaire et endocrinienne dans le même hôpital Henri Mondor, donc, en élargissant cette fois la problématique à la chirurgie du cœur et de l'aorte, les frontières repoussées. Donc vous allez nous dire exactement ce qu'il en est. Alors au nom de, comme l'a dit Jean-Marc, au nom de M. Pierre-Michel Delecroix, notre maire, qui sera peut-être là tout à l'heure, mais c'est pas sûr, de Jean-Marc Breton, donc conseiller municipal délégué à la santé et président du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Créteil, au nom du conseil municipal et de tous les élus qui ont été cités, je suis très heureux de les accueillir tous les deux ce soir pour animer cette conférence qui s'inscrit donc dans le cadre des conférences santé que nous avons initiées depuis plusieurs années. Et je suis d'autant plus heureux de les accueillir aujourd'hui qu'ils sont tous les deux saint-mauriens depuis de nombreuses années, ce qui est d'ailleurs une tradition dans cette discipline, puisque plusieurs de leurs prédécesseurs habitaient ou habitent encore, je ne sais pas, peut-être encore notre commune. Voilà, je remercie également, comme l'a fait Jean-Marc, Mme Sandra Depolier, directrice du CCAS et de l'Action sociale, pour son aide dans l'organisation. Et je vous laisse donc maintenant la parole, et c'est donc Éric qui va commencer. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Ah, je garde le micro. Ça va aller. Ouais, merci beaucoup, professeur Soucy. Alors, merci à la ville de Saint-Maur pour l'invitation. C'est un honneur d'être là parmi vous. Donc effectivement, moi je vais parler de la chirurgie du cœur ou chirurgie cardiaque. Et j'ai mis un sous-titre « Au-delà des frontières ». Alors pourquoi au-delà des frontières? Parce que un certain nombre de générations de chirurgiens, on va dire, ont établi des frontières que se sont pressés de dépasser les successeurs et les générations suivantes. Et alors maintenant, on se méfie un peu. Alors ce qu'on pensait impossible avant est devenu possible. Et donc maintenant, on a l'impression que tout est possible. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Et je pense que voilà, il faut rester raisonnable dans l'innovation et dans ce qu'on fait. C'est toujours pour le bénéfice des patients. Est-ce que vous entendez bien ou moi j'entends un écho dans le pavot? Non? Non, c'est bon. Okay. Donc je vais vous faire un peu un historique en fait de la chirurgie cardiaque. Et puis je vais vous donner un aperçu de la pratique quotidienne de la chirurgie cardiaque. Et puis on va terminer par un peu les innovations et les nouveautés. Alors comme je vous ai dit, c'est une chirurgie, je ne vous l'ai pas dit mais je vais vous le dire, c'est une chirurgie qui est assez récente parmi les différentes spécialités chirurgicales. C'est une chirurgie qui s'est surtout développée dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'est assez récent. Les autres spécialités chirurgicales ont eu des innovations plus tôt. C'était considéré comme quelque chose d'impossible. On ne touchait pas au cœur. C'était même presque mal vu. Théodore Billroth est un chirurgien prussien typique du XIXe siècle. Un grand innovateur, c'est le père de la chirurgie digestive moderne. Et il considérait qu'en fait, on se décrédibilisait en tant que chirurgien si on voulait essayer de toucher au cœur.
Alors quand vous dites ça, vous trouvez forcément quelqu'un de plus jeune qui va essayer de vous contredire et de faire l'inverse de ce que vous avez dit. Donc ça a été le cas évidemment. Ludwig Renn, c'est un chirurgien allemand, également de la fin du 19e siècle, qui travaillait à Francfort. Il voit arriver dans son service un jeune patient d'une vingtaine d'années qui s'était fait poignarder. Il avait survécu à l'agression, il était hospitalisé dans son service, mais il voyait se dégrader. Donc il s'est dit qu'il fallait quand même essayer, tenter quelque chose. Donc il a tenté, et il lui a sauvé la vie. C'était le premier à avoir suturé une plaie cardiaque, c'est probablement pas le premier, mais c'est le premier à l'avoir publié. Et il a dit que, en ouvrant le péricarde, la membrane qui entoure le cœur, il a vu le cœur battre, et pour lui, ça a été une vision extraordinaire. En fait, il y avait très peu de chirurgiens qui avaient vu ça. Puis après, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a toute une moitié du XXe siècle où pas énorme en ce qui concerne la chirurgie cardiaque. Alors peut-être du côté de la chirurgie pédiatrique chez les enfants, les années 30-40, des chirurgiens se sont essayés de traiter certaines alors c'était pas vraiment des cardiopathies parce qu'ils touchaient pas au cœur, mais ils touchaient par exemple à l'aorte, ils traitaient les coarctations. Ça, ils savaient faire. Et puis, ils faisaient des traitements un peu palliatifs pour essayer de soulager des enfants qui avaient des cardiopathies congénitales. Le chirurgien la personne qui est à gauche s'appelle Vivienne Thomas. C'est un chirurgien très innovant, très bon chirurgien. Il avait un problème, ce monsieur, c'est qu'il était noir. Il travaillait aux États-Unis avec les lois raciales. Le monsieur n'avait pas le droit d'opérer les patients. C'était interdit. Donc il opérait les animaux. Il a fait beaucoup de recherches chirurgicales sur les animaux. Il a développé beaucoup de techniques. Il a aidé d'autres chirurgiens dont le nom est resté et son nom à lui n'est pas resté. Et c'est un peu une injustice. Il est peu connu. Et puis après, donc dans ces années-là, on va dire les années 40, il y a eu quand même des choses. Les gens tentaient des choses. Il n'y avait plus ce tabou de toucher au cœur. On touchait au cœur, mais on faisait ce qu'on pouvait, quoi. Donc là, j'ai donné quelques exemples, il y en avait plein d'autres. Cet exemple-là, c'est un corps étranger intracardiaque, c'était les années 40, des années difficiles, la guerre, beaucoup d'éclats d'obus, des choses qu'on ne voit plus, et ils allaient retirer des éclats d'obus dans le cœur, ils faisaient une bourse pour pas que ça saigne, ils mettaient le doigt dedans, et puis ils faisaient comme ils pouvaient, quoi. Bon, ça marchait pas, mais ils tentaient, quoi. Puis ils tentaient des choses, j'allais dire farfelu. Non, c'est pas farfelu. Ils essayaient de guérir les patients, ils essayaient de traiter comme ils pouvaient avec les moyens du bord. Mais ils n'avaient pas de circulation extracorporelle. Donc là, c'est un schéma incroyable. Ils essayaient de traiter une communication entre les ventricules du cœur, donc dans le cœur, en faisant... ils prenaient un bout de péricarde, ils faisaient un trou dans le cœur, ils passaient le péricarde, ils essayaient de fermer C'était extraordinaire. Je pense que ça ne devait pas très bien marcher parce qu'en fait, ça n'a pas pris vraiment d'essor. Ça devait beaucoup saigner et je pense que les chances de survie du malade étaient modérées. Il y a quand même 2 interventions dans ces années-là quand même qui marchaient. Il y a une chirurgie qui ne concerne pas vraiment le cœur, mais plus la membrane qui entoure le cœur, le péricarde. Il y avait certaines maladies, notamment la tuberculose, qui faisaient que le péricarde s'épaissit et gêne le fonctionnement du cœur. Et ça, il savait faire, retirer la membrane, c'est ce qu'on appelle une décortication. Il le faisait, et c'était très efficace. C'est des patients souvent très symptomatiques et qui étaient améliorés de façon spectaculaire par la chirurgie. C'est une chirurgie qu'on fait encore, qu'on continue à pratiquer, à peu près de la même manière. La deuxième opération, ça concerne une pathologie des valves du cœur qui s'appelle le rhumatisme articulaire aigu. C'est dans l'enfance, les enfants faisaient des infections des angines à streptocoque. Et en fait, ce germe-là a une particularité, c'est qu'il y a une réaction immunologique du cœur qui fait que vous faites des atteintes des valves cardiaques, une cardite, en fait, une inflammation des valves. Et ça, sur le long terme, la valve évolue mal, elle s'épaissit, elle se rétracte, elle se ferme. Du coup, le sang ne peut plus s'écouler. Ça donne des rétrécissements mitraux, des rétrécissements aortiques. Et il y avait l'exemple des chirurgiens plasticiens qui faisaient depuis fort longtemps un traitement pour les microstomies, c'était les atteintes de la bouche, notamment chez les enfants, séquelles de brûlure, la bouche qui se rétracte.
Et en fait, la chirurgie consistait à ouvrir les commissures des lèvres. C'est ce qu'on appelait déjà la commissurotomie. Et ils ont voulu faire la même chose, ils ont eu l'idée de faire la même chose pour ces valves. Alors comment ils faisaient? Avant l'ère de la circulation extracorporelle, un peu pareil, ils faisaient une bourse pour pas que ça saigne, parce qu'il faut imaginer que le cœur, ça bat et c'est plein de sang. Donc si vous ouvrez, ça saigne, votre malade se vide de son sang. Donc ils introduisaient le doigt dans une des cavités du cœur, l'oreillette, ils allaient jusque dans la valve mitrale avec le doigt et ils ouvraient la valve mitrale avec leur doigt. Ou avec des instruments, ils ont développé plein d'instruments qui marchaient très bien d'ailleurs. C'est une chirurgie qui a marché longtemps. 1948-1954, c'est les débuts de cette chirurgie. Après, ça a été utilisé dans les 60, jusque dans les années 70. Et beaucoup utilisé, ça marchait bien. Ça marchait relativement bien, on va dire. L'idéal étant, bien sûr, dans l'ère moderne, de changer la valve. Mais donc, ça ne s'adressait pas à énormément de pathologies du cœur. Il fallait aller plus loin. Donc, ils ont eu l'idée d'utiliser l'hypothermie. Alors, qu'est-ce qui se passe en hypothermie? En hypothermie, comment ils faisaient? Ils plongeaient les malades dans des pains de glace, sous anesthésie, évidemment. La température du corps descend. Le cœur se ralentit, il bat beaucoup moins vite et les besoins métaboliques du cœur diminuent beaucoup. Ce qui fait que vous pouvez supprimer le sang qui arrive au cœur, vous clampez les veines caves et l'aorte, vous pouvez ouvrir les cavités, une des cavités cardiaques, faire votre geste, traiter ce qu'il y a dans le cœur, la maladie dans le cœur. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez 3-4 minutes. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de maladies dans le cœur que vous pouvez traiter en 3-4 minutes. Donc ils pouvaient fermer une communication entre les oreillettes, mais ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus. Et puis il y avait un deuxième problème, c'est qu'après, il faut réchauffer le malade, mais en hypothermie, souvent le cœur, il fibrille. Et le problème, c'est que les défibrillateurs n'étaient pas encore inventés. Ils ont été inventés à la fin des années 50. Donc c'était pas idéal comme chirurgie. Alors évidemment, est arrivée la circulation extracorporelle, 1953. Les premières machines assez impressionnantes, imposantes, mais qui ne marchaient pas encore tout à fait très bien. En fait, il y avait un problème, c'est qu'il y avait l'interface entre le sang et on va dire la membrane d'oxygénation, ça ne se passait pas très bien. Cette interface faisait qu'il y avait beaucoup de thrombose et la machine se bloquait. Il y a eu 20 patients qui ont été opérés avec cette technique-là dans ces années-là, et il y en a un seul qui a survécu. Donc bon, ça n'a pas très très bien marché. Ça s'est beaucoup amélioré évidemment. Cette machine-là est une machine récente. C'est un concentré de technologie avec une sécurité absolue. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Le monsieur qui est sur la photo en haut, à droite, s'appelle Walton Lillehei. C'est un des pères de la chirurgie cardiaque moderne. Alors lui, il a eu beaucoup d'idées, il a fait beaucoup d'innovations. Il avait un collaborateur dont la femme était enceinte. Et en réfléchissant, ils se sont dit, tiens, c'est étonnant, il y a cette espèce un organisme humain qui nourrit un autre organisme. Par le cordon ombilical, évidemment, ça circule et ça le maintient en vie. Ça leur a donné l'idée, ils se sont dit, tiens, on va essayer. Ça a donné l'idée de la circulation croisée. C'est pour traiter les cardiopathies de l'enfant. Donc il y a l'enfant dans la salle d'opération, à côté il y a un de ses parents. On connecte les deux par des tuyaux. Le système veineux de l'enfant au système veineux du parent, avec du même groupe sanguin évidemment. Un groupe sanguin a été découvert au début du XXe, et l'héparine en 1935, donc tout ça, ça rendait les choses possibles. On connecte les veines par un tuyau, et une pompe aussi, parce qu'il fallait quand même pomper un peu le sang. On connecte les artères du parent aux artères de l'enfant, et c'est une circulation extracorporelle. Ça marche. Et après, vous supprimez l'arrivée du sang veineux au cœur, et puis vous clampez aussi l'aorte de façon intermittente, vous ouvrez les cavités. Là, c'est mieux que l'hypothermie, vous avez un peu plus de temps, mais c'est pas terrible non plus, parce que ça saigne quand même beaucoup. Quand vous lisez les comptes rendus opératoires, ça ne va pas être facile. Mais ils ont quand même opéré comme ça une cinquantaine de patients. Il y en a quand même une vingtaine qui ont survécu, non seulement survécu, mais après mené une vie normale. Mais il y avait quand même une mortalité qui n'était pas nulle. Et il y avait une mortalité chez les enfants qui étaient opérés, mais aussi chez les parents. Et à l'époque, c'était considéré comme étant la seule opération où vous avez la possibilité d'une mortalité opératoire de 200%, si vous perdez à la fois l'enfant et son parent. Alors là, je vous ai mis un exemple célèbre, c'est Boris Vian, et on va dire ces rendez-vous un peu manqués avec la cardiologie. Alors Boris Vian est né en 1920. À l'âge de 12 ans, en 1932, il a fait un rhumatisme articulaire aigu, avec comme conséquence une atteinte de la valve aortique et une insuffisance valvulaire aortique.
Alors il n'a pas eu de chance parce que la pénicilline qui traite le streptocoque a été découverte par Fleming en 1928, mais seulement appliquée chez l'être humain dans les années 40. Et le cortisol qui traite la conséquence immunologique du rhumatisme articulaire a été découvert en 1933, mais utilisé quelques années plus tard. Donc en fait, il n'a pas eu la chance d'avoir ce traitement-là. En France, ça n'existe quasiment plus, ce problème-là. Donc il a fait cette insuffisance valvulaire aortique, il a mené la vie, la carrière qu'on connaît, mais à la fin de sa vie, il n'était quand même pas très en forme, il faisait de l'insuffisance cardiaque. On s'est posé la question de savoir si on pouvait l'opérer. La première chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle par Charles Dubost, c'est 1956. Déjà, à ce moment-là, il commençait à aller pas très très bien, mais ils n'ont pas pu l'opérer parce que c'était une régurgitation de la valve. Ce qu'ils savaient faire à l'époque, c'était les rétrécissements du rhumatisme. Ils ouvraient comme ils ouvraient à cœur fermé, sauf que là, ils pouvaient ouvrir. Pour la valve aortique, il fallait une circulation extracorporelle, c'était pas comme la valve mitrale. Mais lui, il n'avait pas de chance, c'était une régurgitation, et là, il ne pouvait rien faire. Pourquoi ? Parce que pour la régurgitation, il fallait obligatoirement remplacer la valve, et les premières prothèses sont apparues en 1960, donc juste après sa mort. Et apparemment, il serait mort. Son décès, c'est une fibrillation ventriculaire, et les défibrillateurs ont été inventés en 1959, mais ils n'étaient pas encore utilisés. Donc il n'a pas eu de chance, il est vraiment passé pas loin de toutes les innovations. Alors la transplantation cardiaque, ça c'est une aventure assez extraordinaire. Je vais aller très brièvement dessus. La première, en 1967, c'est Christian Barnard, c'est un Sud-Africain. Alors pourquoi un Sud-Africain ? En fait, tout le travail de fond, de recherche, de travail expérimental sur les animaux, ça a été fait en Europe et aux États-Unis. Mais il y avait un problème de législation, c'est-à-dire que dans ces pays-là, vous ne pouviez pas prélever un cœur s'il battait encore. Ce n'était pas le cas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous aviez le droit. Donc en fait, il est passé devant tous ses collègues qui avaient fait tout le travail préparatoire et il a pris un peu toute la lumière de cette opération. Mais en fait, alors maintenant, ça a changé évidemment. On prélève les cœurs qui battent encore. On prélève chez les gens qui sont en état de mort encéphalique, mais le cœur bat. Et dans les différents pays, la législation a changé également. Mais en fait, la transplantation cardiaque s'est vraiment développée avec le développement avec l'apparition des immunosuppresseurs et notamment la cyclosporine dans les années 80. Alors maintenant, un peu le tableau de ce que nous, on pratique à l'heure actuelle. En fait, le courant de notre pratique, ce sont des chirurgies à cœur ouvert. On utilise la circulation extracorporelle. Je vous ai dit, les machines sont très modernes, une sécurité vraiment incroyable par rapport à ce qu'on avait avant. On dérive le sang veineux du malade, ça vient dans la machine, on l'oxygène, il y a un oxygénateur qui ne thrombose plus. Et puis on réinjecte ce sang artérialisé au malade, ce qui permet de shunter le cœur et les poumons. Vous pouvez arrêter les poumons, vous pouvez arrêter le cœur. Vous l'arrêtez, vous le protégez, il y a plein de techniques pour bien le protéger. Puis vous pouvez faire toutes les réparations que vous voulez à l'intérieur. Je vais vous décrire un peu très rapidement ce qu'on fait en pratique. Ça se présente souvent comme ça. Vous ouvrez souvent le sternum, vous faites une sternotomie. La très grande majorité de nos opérations se font sous circulation extracorporelle. Là, d'ailleurs, on ne la voit même plus. Elle se fait très discrète. C'est le signe en fait que ça se miniature. Enfin, c'est pas la militarisation, mais c'est moins lourd, quoi, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique ? Voilà, ça, c'est des opérations qu'on fait assez souvent, c'est des pontages coronariens. Vous avez les artères du cœur, les coronaires qui se bouchent avec l'athérome, avec l'âge, avec tout ce que vous voulez, le diabète. Et puis, ça passe plus bien, votre cœur est en danger, on va prélever une artère de la paroi thoracique, une artère mammaire, on va la brancher sur le cœur, ça dérive le sang, ça réalimente le cœur en sang et c'est fréquemment utilisé. C'est fréquemment pratiqué comme chirurgie. On n'utilise plus les veines, en fait, on ne fait plus que des artères quasiment. Autre chirurgie fréquente, les différentes valves du cœur, il y en a 4. Il y en a souvent 2 qui sont malades, la valve mitrale, la valve aortique. Elles sont malades et il faut les remplacer. On utilise des prothèses. On a voilà. En gros, il y a beaucoup de prothèses sur ce dessin, mais en fait, il n'y en a que 2 qu'on utilise, c'est celles qui sont à gauche. À gauche, en haut, c'est une valve mécanique. Elle dure toute la vie, mais il faut prendre un traitement anticoagulant. À gauche, en bas, c'est une valve biologique, c'est du tissu de bovin. Il n'y a pas de traitement anticoagulant, mais elle ne dure pas toute la vie. Elle se dégrade avec le temps.
Et les indications, c'est un peu plus rare. On en voit encore du rhumatisme articulaire aigu, c'est souvent sur les populations qui sont nées à l'étranger dans les pays développés, en voie de développement. Les gens nés en France après les années 50, c'est plus trop. Il y a les atteintes infectieuses, les endocardites, qui sont assez fréquentes. Enfin, fréquentes, c'est pas rare, on va dire. Il faut savoir que Mont-d'Or, on est un des centres phares de la prise en charge des endocardites en région Île-de-France. En fait, on est un de ceux qui prend le plus en charge. On a une structure dédiée à ça, on en voit beaucoup. Et il faut bien se laver les dents parce que l'infection des valves du cœur, souvent, il y a un point de départ dentaire. Il faut avoir un suivi dentaire impeccable. La réparation des valves est possible de temps en temps. Quand c'est possible, c'est mieux de le faire, c'est mieux que de remplacer. J'ai mis la photo d'Alain Carpentier parce qu'il a été pionnier dans beaucoup de trucs, mais là, particulièrement dans les réparations de la valve depuis les années 70. C'est encore, grosso modo, ces techniques qu'on utilise. Il l'a popularisé dans le monde entier. C'est souvent la valve mitrale. On peut aussi plastifier, réparer la valve aortique. Maintenant, je vais vous parler un peu des révolutions. Le terme, je pense, n'est pas galvaudé. Alors, une des premières révolutions, vous avez vu au début dans l'historique, les gens, avant l'ère de la circulation extracorporelle, ils faisaient comme ils pouvaient, quoi. Il fallait rentrer dans le cœur, donc ils faisaient un trou, bon, à cœur battant. Eh bien, cette révolution, elle revient longtemps après la révolution, mais en passant par des cathéters. La technologie, justement, maintenant permet, depuis maintenant un certain nombre d'années, hein, c'est pas d'hier, de monter des cathéters jusque dans le cœur. Et là, vous avez des valves, en fait, qui sont des valves auto-expansibles. C'est du nitinol, c'est un matériau spécial qui s'expand quand vous le remettez au chaud. Votre valve, elle est comprimée dans le cathéter, et quand elle est dans le cœur, vous la libérez, elle vient se mettre et remplacer la valve du cœur. C'est assez extraordinaire, c'est ce qu'on appelle les valves percutanées, les TAVI. Essentiellement la valve aortique, mais ça commence à se développer pour les autres valves. Et vous voyez, un des pionniers de ça, c'est un Français qui s'appelle Alain Cribier, qui travaillait à Rouen, il est décédé l'année dernière, et qui a implanté la première valve en 2002. On le voit là en photo avec le premier patient. Voilà. Et maintenant, ça se fait, il y a des milliers de procédures dans le monde, c'est très fréquent. Et en bas à gauche, je vous ai mis la photo d'une valve percutanée tricuspide qui a été développée à Mont-d'Or. On est un assez gros centre d'innovation aussi technologique. Alors, les greffes cardiaques, évidemment, ça continue. Il y a 400-450 greffes cardiaques par an en France, et ce n'est pas suffisant en fait. Il faudrait qu'il y en ait au moins le double, voire plus chaque année. Mais on manque de greffons. Alors pour pallier ça, il y a différentes pistes. Il y a une des pistes qui était très intéressante, c'est les xénogreffes. Vous transplantez un cœur d'animal chez un humain. Et ça c'est revenu un peu au goût du jour parce qu'il y a eu la révolution de CRISPR-Cas9. C'est un outil moléculaire de découpe moléculaire génétique. D'ailleurs, c'est une Française qui a eu le prix Nobel en 2020 pour ça, qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, et qui permet de modifier génétiquement. Là, c'était un porc. On a pris et le cœur a été transplanté. Ça a marché. Il fallait prendre aussi évidemment des anti-rejets. Et le patient est décédé d'autres complications. Donc ça semble très prometteur. Et avec les années, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va continuer à s'améliorer. Donc une piste très intéressante. Une autre piste, ce sont les cœurs artificiels. Là encore, une collaboration entre le professeur Carpentier et la société Matra, le CARMAT. Alors c'est un cœur très intéressant parce que c'est un cœur biocompatible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intérieur du cœur artificiel est recouvert de péricarde animal, et donc vous avez beaucoup moins de thrombose qu'avec les autres systèmes d'assistance. Ça marche bien. C'est pas destiné à tout le monde parce qu'en fait, il y a un problème de gabarit, c'est assez volumineux. Des femmes de petits gabarits ne peuvent pas avoir ce système-là. Et sur la droite, je vous ai mis un nouveau système d'assistance ventriculaire. C'est pour le ventricule droit. Et c'est un système qui a aussi été développé à Mont-d'Or,
qui sera bientôt utilisé chez l'homme. Donc voilà, beaucoup de choses nouvelles. Alors, c'est la fin de mon topo. Il y a une chose intéressante, c'est l'approche, la voie d'abord pour accéder au cœur. Ça s'est développé. Le professeur Soucy en a parlé tout à l'heure parce que c'était un peu axé sur la robotique. Fin des années 90, on s'est dit, bon, on va essayer de faire des approches qui soient un peu moins agressives pour le patient. Normalement, on fait une sternotomie, on ouvre le sternum et on fait une grande ouverture, pas forcément très grande, mais en tout cas, on coupe l'os. Bon, donc ça veut dire qu'on ouvre la cage thoracique. Là, l'idée, c'est d'essayer de respecter la cage thoracique, de passer entre les côtes, de ne pas couper d'os. Et on passe sur la droite, c'est un peu contre-intuitif parce que le cœur est à gauche, mais en fait, on passe par l'oreillette et c'est la voie droite qui permet d'accéder aux valves. À gauche, ça ne marcherait pas. Alors, comment ça se présente ? Là, c'est une salle d'opération. Le patient est au milieu. Il est allongé, vous ne le voyez pas. Le chirurgien est à sa droite. Et à la gauche du patient, vous avez un écran. Et vous suivez l'intervention sur l'écran. Et évidemment, vous avez une caméra qui regarde à l'intérieur du malade. Ça se présente comme ça. Vous voyez la petite incision là où il y a de la lumière, c'est la thoracotomie. On rentre dans le thorax du patient. Il y a de la lumière parce que vous mettez quand même de la lumière à l'intérieur, sinon c'est très sombre. Hein. Et puis vous filmez. Et vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. En haut, à gauche, c'est ce qui se passe dans le patient. Et les instruments sont des instruments spéciaux qui sont longs et qui passent dans la petite thoracotomie. La voie d'abord est plus petite. Elle permet de faire les mêmes chirurgies avec la même qualité de réparation, mais avec des abords plus petits. Il y a quand même un petit inconvénient, c'est que c'est plus long. Pour les chirurgiens, c'est un peu plus difficile. Il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu plus longue, et donc la chirurgie est plus longue. Donc le bénéfice que vous avez à faire des incisions plus petites, au début de votre expérience, elle sera contrebalancée par le fait que la chirurgie se prolonge un petit peu. Ça, c'est des photos que j'ai prises il n'y a pas longtemps. Sur une valve que j'ai réparée. Sur la gauche, c'est la valve avant la réparation. C'est une rupture d'une cordage de valve mitrale. Et à droite, c'est après la réparation. Le professeur Soucy en a parlé. Le robot, donc là aussi un peu entre guillemets une révolution. C'est les années, on va dire le tout début, c'était les années 2000, mais vraiment ça a pris de l'essor dans les années 2010. Vous l'avez dit, en fait, ça a commencé en chirurgie cardiaque, puis c'est passé les autres spécialités d'urologie, puis ça revient vers la chirurgie cardiaque, parce que l'outil s'est amélioré. Le robot, ce n'est pas le robot qui opère le patient, c'est de là, en fait, le vrai terme, ce n'est pas un très bon terme, robot, c'est la télémanipulation. En fait, les bras du robot, ils font ce qu'on lui dit de faire. C'est nous qui commandons les bras robotiques. Ce n'est pas un robot qui décide d'opérer. On devrait pas forcément appeler ça robot. Puis dans l'imaginaire des gens, ils se disent je vais me faire opérer par un robot. Alors il y a des gens que ça enthousiasme, puis il y a d'autres que ça rebute. Et en fait non, c'est juste un outil. En fait, c'est un outil télé commandé. C'est Elodie, une des infirmières. En fait, c'est vraiment des travaux d'équipe. Elle s'était beaucoup impliquée dans le développement du robot. Et là, donc ça, c'est l'appareil, c'est assez lourd, c'est assez volumineux. Il faut un sol de bloc qui permette d'accepter un surpoids, en fait. Il faut faire attention, toutes les salles ne sont pas adaptées pour ça. Donc c'est assez encombrant. Et les bras sont connectés au robot, au malade. Et vous voyez, il y a toujours cette petite lumière, c'est-à-dire qu'il y a une petite thoracotomie quand même pour pouvoir passer des choses à l'intérieur du thorax du malade, mais les commandes du bras seront délocalisées sur une console. La console est dans la salle d'opération, parce que si jamais c'est mieux pour communiquer s'il y a un problème, mais ça pourrait être dans une autre salle. Et le chirurgien est assis à la console. Il a une vision qui est magnifiée. Quand je dis magnifiée, c'est qu'on voit mieux, plus gros, ça grossit jusqu'à 10 fois. C'est en 3 dimensions, c'est une vision assez extraordinaire. Et vous êtes vraiment dans le malade, dans le thorax du malade. Ça, c'est vrai que c'est quand même une expérience assez extraordinaire. Et vous commandez les bras robotisés par des petits joysticks avec les mains. Et ça augmente pratiquement la dextérité, en fait, les bras robotiques, les degrés de liberté, et ça supprime les tremblements.
Si vous avez un chirurgien qui tremble, vous le mettez sur un robot, il ne tremble plus. Alors je vous ai fait un petit film, peut-être pas regarder tout le film, mais c'est l'installation de la circulation extracorporelle, évidemment, qui est encore nécessaire, qui est toujours nécessaire pour ces chirurgies-là. Voilà l'installation, le chirurgien qui a la tête dans la console et la manipulation des bras robotiques. C'est l'échographie, voilà, il y a beaucoup de matériel. Bon, c'est un peu, pour nous, c'est du classique, mais donc on est immergé dans cette chirurgie. Et voilà ce que vous voyez à l'intérieur. Donc là, c'est l'aorte, on voit ça. Et là, c'est une valve mitrale. Vous voyez les bras robotisés qui sont commandés par le chirurgien, qui permettent de faire la réparation de la valve. Tout ce que vous pouvez faire à thorax ouvert, vous pouvez le faire par le robot avec la même qualité. Mais ça demande quand même un certain apprentissage. C'est assez beau. Enfin, quand on découvre ça en tant que chirurgien, c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire, en fait. Alors, il y a un problème avec ça. C'est qu'en fait, le robot, il y a une exclusivité mondiale pour une boîte, une société qui s'appelle Intuitive Surgical et qui en profite un peu, à la fois sur le plan des tarifs à laquelle ils vont vendre leurs robots, mais aussi dû au fait que en 2018, il y a eu un changement de la législation européenne et il a fallu recertifier les outils, les instruments. Et comme pour eux, la chirurgie cardiaque, ça leur ramenait pas assez d'argent, en fait, ça leur coûtait plus cher de recertifier les instruments que de ne pas le faire. Donc ils ont dit, non, on ne va pas le faire en Europe. C'était une loi européenne. Donc fin 2018, notre programme de robot s'est arrêté. On n'avait plus le droit. Donc on s'est arrêté, on s'est remis à la chirurgie vidéo que je vous ai montré au début, classique, ce qui n'est pas moins bien, c'est différent, quoi. Mais néanmoins, le futur va s'écrire avec des technologies comme ça, parce que justement, ça avance avec le temps, ça se miniaturise. Là, vous aviez vu, ça prenait beaucoup de place, il y avait quatre bras robotiques, et bientôt, c'est la génération un peu future robotique, il y aura un seul bras, mais vous mettez une seule point d'entrée dans le malade et il y a 4 ou 5 bras qui partent comme ça dans l'espace, qui vont vous permettre d'opérer. Voilà, il y a plein de choses comme ça assez extraordinaires qui vont arriver. Et puis surtout, il y a des concurrents, c'est comme tout. Et les Chinois, en fait, sont en train de faire un robot, donc ça va coûter beaucoup moins cher. Et puis ça va obliger les autres à revoir un peu leurs ambitions. Et puis aussi un robot italien. Enfin voilà, il y a du monde sur le marché. Donc ça va être des années très fructueuses. C'est monsieur Henri Mondor, chirurgien digestif. Il travaille à la Pitié. Un grand monsieur. Je vous remercie. Est-ce qu'on prend des questions maintenant ou à la fin C'est comme... Non, je t'en prie. On a un autre micro. Merci Bruno. Merci pour votre présentation et je vous remercie pour tout ce que fait l'équipe médicale d'une manière générale. Je suis l'objet, oui, on va dire, d'une transplantation cardiaque. Et quand vous dites que ça va évoluer dans les années à venir, vous entendez quoi par dans les années à venir? Parce que vous savez qu'il y a plus d'attente pour les dons d'organes. Et le greffon que je porte, c'est comme une pièce détachée. Il a une vie, j'ignore combien de temps, ça fait 16 ans que je suis transplanté, j'ignore combien de temps je peux encore vivre avec le cœur de je ne sais qui sur moi. Donc, est-ce qu'il y a des avancées au niveau du cœur artificiel? Parce que les listes d'attente sont extraordinaires, sont longues, sont énormes, et je ne suis pas convaincu qu'en plus, en prenant de l'âge, les personnes qui commencent à atteindre les 70 ans, comme c'est mon cas,
passe peut-être en priorité par rapport aux autres. Il y a peut-être malheureusement une question d'âge où on va favoriser un cœur sur un être plus jeune que sur quelqu'un qui atteint un certain âge. Oui, c'est une très bonne question parce que vous n'allez pas être la seule dans ce cas-là, évidemment. Hein. Il y a un certain nombre de gens parce que les greffes, ça marche très bien. Les gens vieillissent avec leurs greffes. Puis comme vous le dites, au bout d'un moment, avec les années, il peut y avoir un certain nombre de choses qui concernent le greffon. Alors, le cœur artificiel, plutôt, c'est pas demain que ça va remplacer la transplantation. Parce qu'en fait, c'est encore un peu trop lourd, il y a encore un peu trop de complications. Enfin, ça marche, mais il y a des complications. C'est-à-dire que le CARMAT que vous avez vu là, on aurait pu imaginer que ça allait remplacer complètement la transplantation cardiaque. Vous mettez un CARMAT, comme il est pas mal biocompatible, et vous allez le garder toute votre vie. En fait, c'est pas le cas. On met le CARMAT chez les gens qu'on va transplanter après. Ça leur permet d'attendre. Oui, pour l'instant, c'est ça. Donc, cette technologie, elle est très évoluée, assez extraordinaire, mais pas suffisamment évoluée pour faire office de cœur, voilà, pour toute la vie. Donc non, la réponse est non, et ce ne sera pas demain, ce sera après-demain. Par contre, les xénogreffes que je vous ai montrées, ça c'est extrêmement intéressant. La biologie moléculaire, en fait, c'est vraiment des évolutions dans tous les domaines qui font que d'un seul coup, vous avez quelque chose qui change la donne. Et là, ça a l'air d'être le cas. C'est-à-dire que là, il y en a eu une deuxième xénogreffe qui a marché aussi. Je ne sais pas très bien où en est le patient, mais on voit très bien qu'on arrive au niveau moléculaire et génétique à faire des choses, ça avance très très vite. Alors c'est peut-être plutôt ça, parce que si c'est des cœurs de cochon, là par contre, il y en a plein des cœurs de cochon. Enfin, après ça a un coût pour la société, ça va coûter cher, mais en tout cas, vous voyez. Donc là, oui, effectivement. Et dans ce cas-là, ça évite de prendre la cyclosporine. Non, il faut prendre des traitements anti-rejet. Parce qu'en fait, vous rendez le cœur compatible entre différentes espèces. Vous voyez, mais pas entre individus. Le système HLA est toujours, il y a toujours besoin d'anti-rejet. C'est pas juste, on a modifié génétiquement le cochon, c'est bon. Non, c'est un corps étranger qui va être rejeté par le système immunitaire du patient. Et donc, il faut un traitement. Vivre, c'est bien, mais c'est quand même un traitement qui est lourd. Ouais, c'est lourd. Et il y a les immunosuppresseurs, ça entraîne d'autres choses, et c'est pas neutre non plus. Ça, voilà. La cortisone, ça fait 16 ans. Enfin, c'est tout un ensemble. Mais bon, ça permet de vivre. On peut pas. C'est déjà très beau. Et puis, puisque je vois qu'il y a du monde dans la salle, je remercie les gens qui sont présents. C'est d'être sensibilisés sur le don d'organes. On voit actuellement à la télé je ne veux pas dire une publicité, mais un flash d'information. Il faut y penser parce que, écoutez, s'il n'y avait pas eu, par exemple, ce don d'organes dont j'ai fait l'objet, eh bien, je ne serais pas là pour vous parler au micro. Et merci, c'est toute une chaîne, et je remercie vraiment. Merci. Merci Christiane pour ton témoignage très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à chaud avant de passer la parole à M. Desgranges? Non, tu veux? Hervé? Ah non, pardon. Non, bon. Bon, Pascal, tu... Merci de monsieur le professeur Soucy, donc on connaît depuis que je suis arrivé à Mondor, je vous connais, qui est toujours fringant. On se rencontre dans des couloirs. Voilà. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis Saint-Maurien aussi depuis quelques années. Alors, Saint-Maur, c'est plutôt un endroit où je me détends.
L'hôpital, comme vous allez le voir, est un lieu un peu plus, un peu plus actif. Et Saint-Maur, pour moi, c'est une sorte de renaissance. Et je voulais souvent, les gens me demandent qu'est-ce que c'est que la chirurgie vasculaire par rapport à la chirurgie cardiaque qui intéresse le cœur. Et bien, la chirurgie vasculaire, c'est la chirurgie des vaisseaux, donc artères et veines, à l'exclusion des vaisseaux du cœur. On a vu qu'Éric opère brillamment les coronaires. Nous n'y touchons pas, ni même les artères du cerveau. C'est plutôt réservé aux neurochirurgiens ou neuroradiologues. Mais tout ce qui est au niveau du cou jusqu'au pied, c'est nous qui nous occupons de ces problèmes de vaisseaux. Alors, quand on parle de maladies vasculaires, on est toujours amené à parler des facteurs de risque de ces maladies vasculaires. Donc, on a des facteurs de risque qui sont non modifiables, sauf que, après ce que je viens d'entendre, ça pourrait être modifié un jour. C'est qu'on a l'âge de nos artères, donc le vieillissement est un facteur de risque en soi. Le fait d'être un homme aussi, ça prédispose un peu plus aux maladies vasculaires. Le terrain génétique, même si on voit qu'on peut le modifier, pour l'instant, c'est des facteurs non modifiables. Ce qui est intéressant, c'est se concentrer sur les facteurs modifiables. Ces mauvaises habitudes telles que le tabagisme, qu'il faut absolument bannir, le diabète, donc le traitement du diabète, l'hypertension, le cholestérol élevé, le surpoids, mais je pourrais aussi parler de la sédentarité, l'absence d'entraînement, peut-être l'environnement. Il y a des tas de facteurs de risque qui peuvent être en cause dans notre spécialité. Alors, la pathologie vasculaire, quand vous entendez pathologie vasculaire, on a souvent en même temps entendu parler d'athérome. Éric en a parlé tout à l'heure. L'athérome, c'est une infiltration des parois des artères, le plus souvent avec des dépôts lipidiques, mais aussi des glucides complexes. Et ça peut revêtir deux visages. Un visage plutôt d'occlusion, donc l'artère se bouche, et ça va entraîner ce qu'on voit sur la gauche, donc une fragilité en aval de l'occlusion. Donc on voit c'est la gangrène, une gangrène qui peut être source d'amputation. Ou alors, donc la partie droite, cette infiltration entraîne une fragilité de l'artère avec une dilatation. On ne sait pas trop pourquoi ça oscille, un coup vers l'occlusion, un coup vers la dilatation, et ça donne ce qu'on appelle des anévrismes. Le risque de l'anévrisme, c'est pas qu'il se bouche, c'est surtout qu'il se rompt, qu'il fasse une rupture avec une hémorragie interne importante qui peut être fatale. Alors, l'exemple de pathologie occlusive, c'est l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, la fameuse gangrène. On voit ici, on a appris à voir que Louis XIV avait des belles jambes, mais en fait, malheureusement, il est décédé probablement, il était diabétique, probablement d'une embolie au niveau d'une artère et de gangrène, donc qui ont malheureusement causé son décès. Je vais surtout dans ce topo, on parlait de l'aorte, donc vous parlez des anévrismes de l'aorte abdominale. Donc un petit peu d'anatomie, donc Éric nous a parlé du cœur. À la sortie du cœur, vous avez ici l'aorte qui sort du cœur. Donc le vaisseau principal de l'organisme, c'est l'aorte thoracique, qui fait un tournant et ensuite qui descend au niveau de l'abdomen. Et au niveau du nombril, cette aorte va se bifurquer en deux artères iliaques. Donc, chez quelqu'un de normalement constitué, le diamètre de l'aorte est entre 2 et 3 cm. Au-delà de 3 cm, on parle d'anévrisme. Les anévrismes qui risquent de se rompre, c'est à partir de 5 cm, et c'est là qu'on commence à les opérer chirurgicalement. Alors, normalement, l'anévrisme est plutôt, c'est dommage, ma vidéo ne passe pas, donc est plutôt asymptomatique. On appelle ça le tueur silencieux. C'est-à-dire qu'on découvre les anévrismes avec l'occasion d'une échographie pour autre chose ou d'un scanner. Mais le plus souvent, ils ne sentent pas. Alors chez ce patient, c'est un peu différent. On voit qu'il avait... pardon. Je suis bloqué.
Ça a rebloqué comme tout à l'heure. J'arrive. Ah, Eric, tu m'avais rendu le service tout à l'heure. Je ne sais plus comment tu avais fait pour mettre à l'autorisation temporaire. Ouais, c'est ça. Faut que tu ailles dans le deuxième. On a perdu la souris. Si vous pouvez, on a perdu. Il faudrait qu'on trouve. Vous avez la souris qui correspond. Voilà. Le deuxième, ouais. Voilà, c'est reparti sur Henri Mondor. Voilà, donc il y a notre fameux anévrisme ici, on ne voit pas la vidéo malheureusement, mais il était battant. Et donc on voit que le patient, il a essayé, il devait avoir mal parce qu'il a essayé de se faire des petites... il a été boire un rebouteux, il s'était fait brûler la zone de l'anévrisme. Il n'était pas encore rompu. Donc je vous ai dit qu'on pouvait malheureusement rentrer dans la maladie anévrismale, la connaissance de l'anévrisme, par l'intermédiaire d'une rupture. Il y a peu d'intermédiaires douloureux. C'est de la maladie dont est mort Albert Einstein et aussi le général de Gaulle. Alors, le général de Gaulle, son frère s'était fait opérer d'un anévrisme et malheureusement ça ne s'était pas bien passé. Et lui n'avait pas voulu se faire opérer et il est mort de cette condition. L'anévrisme rompu, quand ça arrive, c'est une mortalité effroyable de 80-90% parce que le plus souvent on n'a pas le temps d'aller à l'hôpital. Quand on arrive à aller à l'hôpital, il y a quand même un fardeau de décès, mais bon, on arrive à diminuer à 30%. Donc j'en profite, nous avons, Eric a parlé d'un SOS endocardite, mais nous avons développé sur Mondor un SOS aorte, en partie donc, dans lequel nous travaillons en collaboration avec les chirurgiens cardiaques. SOS aorte qui est donc actif du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24. Donc le mieux, c'est d'opérer avant la rupture. Et le premier, donc on en a entendu parler, c'est le professeur Dubost, donc qui est le précurseur de M. Carpentier, dont toujours l'école de Brousset. Première anévrisme qui a été opérée, c'est en 1952, donc c'est pas si loin que ça, 73 ans. Lui, il avait eu l'idée de carrément prendre une aorte de cadavre et de remplacer l'anévrisme. Donc on a des systèmes de suture, en fait on fait des surjets de couturière. Et le patient, opéré par le professeur Dubost, avait survécu 8 ans. Et là, ça a commencé l'ère des chirurgiens. Donc, les aortes de cadavres ont été remplacées par des prothèses en textile qu'on peut voir ici sur cette photo. Et pendant une trentaine d'années, on a opéré beaucoup de patients. Et c'est une intervention qui marche bien, pourvu que le patient ne soit pas trop fragile, qu'il n'ait pas de comorbidité, c'est-à-dire des morbidités cardiaques, pulmonaires, rénales. Quand le patient n'est pas trop vieux et en bonne santé, c'est des interventions qui marchent très bien. Par contre, dès qu'on a un patient fragile, on a un certain taux de mortalité. Bien sûr, il y a une instrumentation adaptée. On voit ici typiquement une intervention de chirurgie vasculaire. On voit qu'il y a pas mal de sang sur les instruments, avec des instruments qui sont longs, car la nature a fait que cette aorte, elle est cachée au fond de l'abdomen. Donc il faut des instruments longs. Et on a dit pendant longtemps que les grands chirurgiens, c'était synonyme de grandes incisions. Et donc là, on a, pour accéder à l'aorte, on ouvre le malade de façon verticale ou voire horizontale en fonction de la morphologie. Mais on peut voir ici qu'on a tout de suite la barrière de l'intestin et qu'on a une intervention qui est macro-invasive. Donc on peut imaginer qu'en cas de fragilité du patient, une intervention qui peut être assez longue, on ait des problèmes de suite compliqués. Ensuite, donc on peut voir sur la photo de droite, on remplace l'aorte par donc une prothèse textile qui est suturée, donc comme un surjet d'un ourlet. S'il y a des couturières parmi nous, les premiers chirurgiens vasculaires se sont inspirés de couturières. Et comme ça s'est passé un peu en chirurgie cardiaque, on a fait notre évolution, voire notre révolution. Donc le professeur Dubost en 52, pendant 30 ans, on fait de la chirurgie ouverte, et puis on s'aperçoit quand même que
qu'il faudrait faire quelque chose pour des patients fragiles, population qui vieillit. On a des patients parfois nonagénaires. J'ai même opéré un centenaire qui était très très vert. Donc on a des chirurgiens. Alors d'abord le premier, faut rendre à César ce qui est à César, c'est un chirurgien russe qui est assez méconnu, mais qui est le premier à avoir pensé à réparer l'aorte de l'intérieur, c'est-à-dire utiliser les canalisations. On ne fait pas de célio, on a la chance d'avoir des artères ici au niveau de l'aine qui sont superficielles. Et on peut s'introduire, Eric a parlé de cathétérisme, on utilise les méthodes de cathétérisme pour introduire ce qu'on appelle des endoprothèses. Donc il y a un chirurgien aussi argentin et le concept de prothèse bifurquée, c'est un Français, c'est Claude Méal, qui est toujours actif. Donc on met ce qu'on appelle une endoprothèse. Alors une endoprothèse, je vous en ai apporté. J'ai apporté des prothèses simples. Voilà, ça consiste à avoir des armatures en acier, c'est ce qu'on appelle un stent, qui est recouvert d'un certain textile. Et l'idée, c'est de compacter. Il faut imaginer que ces prothèses sont compactées dans un petit tube qu'on va pouvoir introduire et qu'on va pouvoir déployer sous radiologie. Je vais vous en faire passer. Vous allez pouvoir toucher. Sous radiologie. Ceci étant, voilà, notre anévrisme, il est là. On va mettre en place l'endoprothèse. Et l'idée, c'est de faire comme un tubage de cheminée, par exemple. On met des tubes et on va exclure l'anévrisme. Donc on répare l'aorte par l'intérieur en passant par les aines. Et ici, va se créer une sorte de caillot qui va donc entraîner une rétraction de l'anévrisme. Donc ça, c'est dans les années fin des années 90. À Mondor, on a fait notre première en 95. Donc on était un premier grâce à l'impulsion de Jean-Pierre Beckmin, qui était mon ancien patron. Et j'aurais voulu vous montrer la vidéo, mais qui passe pas. Si peut-être va-t-elle passer. Ou je vous la sortirai à la fin. Donc c'était fini du conventionnel, voilà, et du macro-invasif. Et finalement, voilà, on a des toutes petites incisions au niveau de l'aine et on travaille sous radiologie, c'est-à-dire qu'on n'ouvre plus du tout le ventre. Et donc, c'est le message, c'est que, comme l'a dit Eric, on essaie de plus en plus d'avoir de mini-invasivité. Donc, le concept grand chirurgien, grandes incisions, c'est fini. Je ne sais pas s'ils sont toujours aussi grands, les chirurgiens, mais en tout cas, ils font des plus petites incisions. Et on fait aussi la possibilité de fermer en percutané. On met des systèmes d'agrafage des artères et on peut faire des mini-incisions. Voilà, ici ce que ça donne, fini les grandes incisions, les grandes balafres abdominales. Voilà, il y a 2 petits pincements alors qu'on a changé toute l'aorte de cette patiente. Alors, comment a évolué notre chirurgie? On voit ici que la courbe rouge, c'était la chirurgie ouverte. Et on s'aperçoit, et la courbe noire, c'est la chirurgie par endoprothèse. Et on voit que le croisement s'effectue au début des années 2000. Et actuellement, on effectue des réparations endovasculaires chez 70% de nos patients. On n'a pas laissé tomber la chirurgie ouverte. Pour certaines anatomies, on continue à faire, mais dans moins de cas, 30%. On travaille aussi dans un environnement qui est très high-tech. C'est-à-dire que le bloc opératoire n'a plus rien à voir. On a vu celui d'Eric avec les robots. Nous, on a des salles qu'on appelle hybrides, avec des moniteurs qui permettent de visualiser en permanence sur différents angles. Alors, je vais vous passer la vidéo après. Donc, un bloc qui a complètement changé par rapport au bloc d'avant. Et ça date d'une dizaine d'années. Et des nouveaux instruments chirurgicaux ont vu leur apparition. Donc on a une foultitude d'écrans et des tablettes, des souris et des choses comme ça qui se sont mêlées donc au bistouri et au porte-aiguille. Les évolutions, c'est qu'on essaie de complètement tapisser l'aorte et éventuellement, quand on croise un vaisseau important comme une artère rénale, on essaye de faire des fenestrations. C'est-à-dire qu'on reste, avant on se mettait en sous-rénal, maintenant on peut... quand on croise un vaisseau important, il n'est pas question de couvrir une artère rénale sous peine de dialyse du patient, mais on fait des petites fenêtres.
qui peuvent être soit préparées à l'avance. Et Henri Mondor, nous, on a la possibilité de faire des fenêtres laser. On est une des équipes phares dans le monde pour faire des fenestrations avec une fibre laser. C'est vous dire le haut niveau de technicité qu'on a dans nos blocs. En conclusion, voilà, comme la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, et j'ai parlé uniquement des anévrismes, je ne vous ai pas trop parlé des maladies occlusives, mais est en constante évolution, voire révolution. S'il y a un mot-clé à retenir, c'est qu'on favorise la mini-invasivité. Néanmoins, comme l'a dit Eric, on ne peut pas aller faire du jusqu'au boutisme au niveau de la mini-invasivité. La chirurgie ouverte avait des bons résultats, notamment à long terme, donc il faut toujours réfléchir à penser au compromis à effectuer avec les bons résultats à long terme de la chirurgie conventionnelle et l'endovasculaire. Je vais essayer de vous passer les vidéos, si j'arrive à retourner sur... Voilà. On va les mettre à part, si elles veulent bien paraître. Non, elle ne peut pas s'ouvrir. Elle s'ouvrait tout à l'heure. À la répétition, ça s'ouvrait, mais pas... Ah non. Ah non. Ah, je ne les ai plus. Ouais. Alors pourquoi... Non, je la vois sur mon écran là, mais pas chez vous. Bon, tant pis. J'essaie une dernière fois, sinon je vais vous passer des petites... l'anévrisme. Un battant. Non, je ne vais pas passer. Je ne sais... Bon. Ok. Voilà, bah écoutez, désolé, j'arrive pas à faire passer la vidéo. Si vous voulez, le technicien peut m'aider, non? Non, elle ne veut pas passer, décidément. Ok. Bon, je peux écouter vos questions. J'arrive pas à passer je la vois sur l'écran, mais... Bon. Peut-être, on va essayer. Si vous avez des questions en attendant, on va essayer de redémarrer. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de la chirurgie de l'anévrisme de l'aorte. Oui. Abdominale, et vous n'avez pas parlé de l'anévrisme de l'aorte thoracique. Oui, alors thoracique. je gardais, je ne vais pas dire le meilleur pour la fin, mais on a aussi la possibilité. Voilà, ça c'est une crosse de l'aorte. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je voulais savoir si la chirurgie était plus complexe, parce que comme c'est au niveau du cœur, donc je suppose que ça doit être... Oui. Disons que là, c'est une très très bonne place pour mettre des endoprothèses. Alors effectivement, là aussi, on pratique aussi cette chirurgie. L'anévrisme de l'aorte abdominale étant plus fréquent que l'anévrisme de l'aorte thoracique, mais effectivement, chirurgie qui n'est pas plus complexe pour mettre les endoprothèses. En chirurgie ouverte, c'est un peu plus complexe. Effectivement, comme on doit clamper proche du cœur, on a une contrainte cardiaque qui est un peu plus importante. Donc, mais les endoprothèses ont permis de lever un peu ce problème. Et actuellement, en chirurgie de l'aorte thoracique, le traitement numéro 1, c'est les endoprothèses. D'accord, et on opère à partir de... Alors, on opère un peu plus grand. C'est 5 cm pour l'abdomen, c'est 6 cm pour l'anévrisme thoracique. Ah, d'accord, donc on tolère un peu plus de... Voilà, 1 cm de plus. Mais c'est vrai qu'on surveille quand même ces anévrismes qui sont en train de grossir. D'accord. Et s'il y a des problèmes, on va dire, d'athérome dans les parages, je veux dire que c'est aussi... est-ce que c'est une contre-indication? Je veux dire, s'il y a déjà des plaques d'athérome qui sont diffuses. Après, on a effectivement, en fait, l'athérome, parfois, il parle sur une partie, mais il faut considérer que le malade est polyathéromateux. Le patient, il est polyathéromateux. Donc, quand on fait une chirurgie sur... un vaisseau, on va vérifier l'ensemble des vaisseaux qui peuvent être concernés par l'athérome. Ce qui fait qu'on fait un bilan cardiaque,
Très souvent, on doit faire une vérification des coronaires. Si on fait l'aorte thoracique, on va regarder aussi les carotides. Je crois que vous avez eu de temps en temps le professeur Osseni qui vous a parlé d'AVC aussi. Si on est concerné par la chirurgie des carotides, on fait aussi cette chirurgie. J'en ai pas parlé ce soir parce que ça fait beaucoup de territoire vasculaire, mais bon, quelqu'un qui va se faire opérer d'une partie de l'aorte, par exemple, on va vérifier l'ensemble des vaisseaux et les vaisseaux qui vont au rein, donc la fonction rénale. On va faire un bilan aussi des facteurs de risque, conseiller à ne plus fumer, réguler l'hypertension. Enfin, il y a une prise en charge globale du patient. On s'attaque à un endroit, mais le patient est pris en charge globalement. Donc il peut y avoir des contre-indications à l'intervention, je veux dire. Oui, il y a des contre-indications à l'intervention qui peuvent être temporaires. Après, avec l'endovasculaire, on a un peu moins de contre-indications parce qu'on est moins invasif. Donc, on va dire qu'autant la chirurgie ouverte avait ses contre-indications, le fait de passer à distance diminue les contre-indications. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est aussi par cathétérisme. Voilà, par cathétérisme. Ce que faisait M. Cribier, c'était un peu plus loin avec la valve. Nous, on s'arrête un peu avant avec une endoprothèse. On peut imaginer d'aller se balader de l'ensemble des cavités cardiaques et vasculaires avec les cathétérismes. C'est ce qu'on fait régulièrement. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous les deux de toutes ces explications sur les différents sujets. Alors c'est un peu redondant parce que c'est un peu le même sujet que Madame à la base, puisque je voulais effectivement que vous parliez de la dilatation de l'aorte au niveau du cœur et non pas abdominale. En fait, de la dissection, puisque... Ouais. En fait, moi, je remercie les chirurgiens cardio et mon cardiologue parce que j'ai subi une dissection et que, en fait, même en rééducation cardiaque, j'étais étonnée parce que personne n'en parle, parce que c'est surprenant de retrouver quelqu'un qui est encore là. Donc, merci beaucoup. Et effectivement, donc, j'ai cette... Enfin, je ne sais pas si c'est celle-là, mais une endoprothèse. En fait, j'étais surveillée. Hein. J'étais surveillée, heureusement, puisque quand j'ai appelé... Mais j'étais sous la zone, enfin, ce que vous avez dit, le centimètre, et puis d'un seul coup, pourquoi la dissection, c'est un rapport avec l'athéro, mais c'est surtout avec la tension. C'est en fait une rupture au niveau... C'est une forme de fragilisation de la paroi, mais c'est une rupture avec l'apparition d'un vrai et d'un faux chenal. C'est-à-dire que la paroi va se percer, du sang va venir s'immiscer et va créer ce qu'on appelle un faux chenal. Et vous avez dû avoir une augmentation du diamètre de l'aorte. Le risque, mais vous en êtes sorti, c'est qu'effectivement, il y a une rupture, un peu comme les anévrismes que j'ai décrits. Ça fait partie aussi des patients, des maladies qu'on a à traiter, qui sont un petit peu différentes de l'anévrisme, parce que la prise en charge, elle est beaucoup plus urgente. Je ne vais pas tout raconter, mais effectivement, c'est très lourd. Et en fait, je voulais avoir deux renseignements. Déjà, parce qu'effectivement, c'est une opération bien ouverte. Je voulais savoir si ça a évolué. Parce que je me sens vraiment concernée, parce que, a priori, elle se dilate ailleurs, toujours l'aorte cardiaque, et que la valve pose aussi problème. Donc déjà, mes questions, c'est est-ce que ça a évolué ? Et est-ce que... ça a évolué dans le traitement, c'est ça ? Oui, pas tellement dans les opérations éventuellement, oui, si c'est moins lourd. Et en fait, a priori, on me dit d'attendre pour faire les deux en même temps. La valve et le... Ouais. Là, j'ai encore du temps, mais... Voilà, donc je voulais savoir ce que... Et on fait aussi, on travaille en étroite collaboration entre chirurgien cardiaque et chirurgien vasculaire. Voilà, on peut mettre le cœur ici et là. On fait des chirurgies assez complexes. D'après ce que j'ai compris, en fait, ça ne relève pas du même spécialiste.
Non, parce qu'en fait, vous avez une partie de l'aorte qui est proche du cœur et que vous ne pouvez pas traiter sans faire de circulation extracorporelle et sans arrêter le cœur. Et des fois, ça touche effectivement aussi la valve aortique et vous êtes obligé de traiter non seulement l'aorte, mais également la valve. Et ça peut aboutir à des chirurgies qui parfois sont assez complexes. Et puis vous avez des zones qui sont un peu frontières, intermédiaires entre à la sortie du cœur, comme le petit modèle que montre Pascal Desgranges, où en fait l'aorte continue, elle devient horizontale, elle donne naissance aux vaisseaux qui vont à la tête. Et puis là, il y a une frontière en fait. Et il y a des patients qu'on va traiter ensemble. Et on va faire une part de chirurgie ouverte et une part de chirurgie endovasculaire, comme ce que décrivait le professeur Desgranges. Et on a des fois des discussions qui sont passionnantes sur des pas plus tard qu'une heure avant de venir au topo. On était sur un dossier un peu complexe justement de dissection, où en fait on envisageait des traitements où on va intervenir ensemble. Donc la modernité, on va dire, elle est là. Elle est en fait, c'est une prise en charge globale où vont intervenir des chirurgiens vasculaires avec les techniques endovasculaires, mais il y a quand même encore besoin du chirurgien cardiaque et de la circulation extracorporelle. Oui, parce que là, effectivement, ce serait nécessaire sur les deux sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas la valve qui serait, pendant l'opération de l'aorte, qui d'un seul coup nécessiterait, ce serait déjà effectivement c'est prévu à l'avance, qu'il faut intervenir sur les deux. Oui, des fois, vous êtes obligé d'intervenir sur les deux. Vous faites tout dans la même intervention. Vous traitez l'aorte et vous traitez la valve. Donc c'est réellement faisable. Pardon ? C'est réellement faisable. Ah oui, on fait ça régulièrement. Je ne veux pas dire que c'est courant, mais on fait assez souvent. Ouais. Merci. Ça marche bien. Ce qui est intéressant, c'est d'être. On est assez souvent dans des discussions communes sur ces patients qui sont frontières. On n'a pas une portion d'aorte qui nous appartient plus. Enfin, tout ce qui est aorte descendante est plutôt chirurgie vasculaire et tout ce qui est proche du cœur, chirurgie cardiaque. Sauf que ces frontières évoluent et elles sont l'avantage à Henri Mondor, c'est l'objet de discussion. C'est-à-dire que c'est pas, chacun ne défend pas son prêt. L'idée, c'est quand on a un patient, c'est de trouver le meilleur traitement avec les connaissances actuelles. Et les frontières bougent. La frontière se rapproche de la valve aortique, mais on reste vigilant. Bonsoir. Je suis là. Merci pour la qualité de vos interventions. On est remonté sur l'aorte thoracique. Est-ce qu'on peut aller encore un petit peu plus haut ? C'est-à-dire, y a-t-il des endoprothèses prévues pour l'aorte ascendante ? Ça peut vous concerner tous deux finalement, puisque c'est l'endroit anatomique où vous vous rejoignez. Est-ce que l'endoprothèse de l'aorte ascendante est envisageable lorsque, bien sûr, il n'y a pas de lésion associée qui nécessiterait une chirurgie à cœur ouvert ? Je vais laisser parler le professeur Desgranges, mais la réponse est oui. Vous avez compris que c'était un cardiologue en fait qui vous posait la question. Oui. Et la réponse est oui. Et on va probablement faire une lundi. Oui. Une heure avant, on était en train de discuter. Oui, on met des endoprothèses de l'aorte ascendante quand elles sont assez facilement, quand elles n'impliquent pas le TABC, c'est-à-dire le tronc artériel, ou la valve, ou les coronaires. Néanmoins, on a fait ce qu'on appelle des endobentales, l'intervention endovasculaire qui se profile dans le futur, et on a réalisé avec Eric la première mondorienne. On remplace l'aorte ascendante par une prothèse, on met des stents au niveau des artères coronaires et on met un TAVI, les trois. En effet. Et on a un patient qui vient d'arriver avec une dissection, là, on est en discussion pour faire cette intervention, soit ce week-end ou lundi. C'est effectivement donc c'est un énorme progrès. Oui. Oui, on peut imaginer. Alors après, c'est quand même des patients qui sont compassionnels. C'est-à-dire autant les mises en place de prothèses pour l'aorte abdominale, aorte thoracique, c'est du courant, c'est de la routine. Par contre, dès qu'on commence à s'approcher du cœur, c'est du compassionnel. L'intervention qui réussit le mieux, quand même, c'est la chirurgie cardiaque, avec remplacement de la valve, les coronaires, et puis éventuellement une prothèse sur l'aorte ascendante. Seulement, c'est une intervention que tout le monde ne peut pas supporter.
Et c'est là le problème, c'est qu'on a une fragilisation de nos patients. Et voilà, trouver... on n'est plus à l'ère où on tentait des chirurgies et puis on attendait que la pièce tombe du bon ou du mauvais côté. Là, on essaye de trouver la meilleure solution pour les patients. Merci. Vous avez apporté une information très importante, c'est qu'il y a un numéro d'urgence. Est-ce qu'on peut en avoir connaissance? Parce que... oui, je pourrais vous en... là, je ne l'ai pas en tête, mais bon, on a un numéro d'urgence SOS Aorte. Ça peut être le SAMU. Ça peut être le SAMU, c'est via le SAMU. Bien sûr. Ok. Merci beaucoup. Qui veut intervenir? Bonsoir. Moi, j'aimerais poser une question très personnelle. Quelle est la durée de vie d'une valve aortique biologique? On peut vivre combien de temps avec une valve comme ça? On peut vivre très longtemps. La durée de vie de la prothèse en elle-même, ça dépend de la génération de la prothèse. Sur les prothèses modernes, on voit tabler assez sûrement sur 15 ans. Elle date d'il y a 15 ans. Alors... Alors, je vais changer ma réponse. Je vais dire qu'il faut... Elle a été posée à Mont d'Or. Donc il faut un suivi cardiologique. Et quand vous allez voir votre cardiologue, il vous fait une échographie. Et s'il voit que la valve va bien, c'est qu'elle va bien. Parce qu'en fait, on ne peut pas... Quand je dis 15 ans, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez qui ça va durer 20 ans ou 25 ans. On a vu des patients qui avaient des prothèses de ce type-là, et au bout de 20 ans, il ne s'était rien passé du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de calcaire. Normalement, il y a du calcaire qui se dépose sur la valve. Mais il y a certains patients, on ne sait pas pourquoi, le calcaire ne se dépose pas. Et 20 ans après, la valve est toujours intacte. Ça, c'est assez surprenant, mais on ne sait pas pourquoi. À l'inverse, il y a des patients chez qui ça va dégénérer un peu plus vite. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs lié au patient, mais ça peut être lié à la manière dont vous avez implanté la valve. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Mais si au bout de 15 ans, votre valve elle marche bien, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dégrader comme ça. C'est pas parce que vous êtes à 15 ans que d'un seul coup, elle va se dégrader. Si vous êtes à 15 ans de la valve et que votre cardiologue vous dit que tout va bien, il la contrôle régulièrement par je pense que vous allez être plutôt tranquille. Oui. Ça peut durer très longtemps, c'est ça la réponse. Et les pontages, ça dure combien de temps? Ça dépend qui les fait. Les pontages Non, ça marche bien, ça dure longtemps. Bon, merci. Je vous en prie. Voilà, rassuré. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, hein, tant que ces messieurs sont là, profitez-en. Non? Ah, il y a un monsieur là. Les vidéos ne veulent pas repartir? Ah. Merci. Bonjour, merci pour les interventions. Je voulais juste poser une question. Est-ce que vous allez évoquer le lien AVC, chirurgie cardiaque ou pas? Puisque je crois que c'était un petit peu prévu dans le descriptif de la conférence. Mais ce n'est pas une question piège, hein. Si ce n'est pas prévu, c'est... Puisque j'ai eu le malheur de faire les deux, donc voilà. Oui. C'est peut-être plus Eric qui peut parler, mais bon, effectivement, on peut avoir les pathologies à la fois cardiaques et carotidiennes. Et ce qui est important, c'est le bilan préopératoire. Si on trouve des sténoses, des rétrécissements des carotides importants, on peut être amené à opérer les carotides avant d'opérer le cœur. Parfois, malheureusement, on peut avoir aussi un petit fragment, un petit débris qui partent au moment de la CEC et qu'on peut ne pas avoir prévu.
Mais peut-être qu'Éric peut... Oui, c'est une complication possible de ce type de chirurgie, en fait. Quand vous faites de la chirurgie cardiaque ou aortique, vous pouvez avoir comme complication un accident vasculaire cérébral. On va dire, et c'est pour ça aussi qu'on fait un bilan préopératoire, on recherche en fait tous les facteurs qui font que vous augmentez ce risque de faire un AVC au moment de votre chirurgie. C'est un risque que assez globalement, on estime aux alentours de 3%. Mais ça dépend du terrain, ça dépend de si le patient a beaucoup d'athérome, ça dépend des facteurs de risque, et puis ça dépend du type de chirurgie. Il y a certaines chirurgies qui sont plus à risque si vous travaillez sur l'aorte et notamment sur les vaisseaux qui vont à la tête, et bien là vous augmentez le risque de faire un AVC. Donc ça rappelle que c'est une chirurgie qui est assez lourde. Je ne vais pas dire risquée, mais en fait le risque opératoire il augmente en fonction du patient que vous allez opérer, de son âge, de ses facteurs de risque, de ses antécédents, et puis de la lourdeur du geste que vous allez faire. Mais donc oui, ce ne sont pas des petites chirurgies, ce ne sont pas des chirurgies dénuées de risques. Les risques diminuent avec le temps. Il y a moins de risques pour les patients maintenant qu'il y en avait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais il y en a toujours. C'est des risques plutôt faibles, mais qui existent. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Je voudrais remercier donc nos deux conférenciers. Je pense que malgré l'absence de vidéo, vous avez été éclairés sur pas mal de choses concernant la chirurgie cardiaque et la chirurgie vasculaire, notamment aortique. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va les remercier. Donc si vous ne les voyez pas à Mont-d'Or, vous pouvez les croiser dans une rue de Saint-Maur. On ne sait jamais. Vous pouvez leur poser des questions en passant dans une rue. Voilà, donc merci encore d'être venu jusqu'à nous, enfin de pas très loin. Et puis une prochaine fois, j'espère. Et désolé pour les vidéos, là la technique nous a trahis. Voilà, donc je vous rappelle aussi que la conférence est enregistrée, pas en vidéo, mais en audio, donc vous pouvez la retrouver sur le site de la ville, comme à chaque fois. Et normalement, la prochaine conférence devrait, si tout va bien, devrait avoir lieu le 16 septembre, et on va changer totalement de sujet, puisque ce sera sur la santé mentale. Voilà, donc tous ceux qui sont là sont évidemment cordialement invités. Merci encore, Pascal, Éric, merci beaucoup de vos interventions. Voilà.